Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et nous avons le plaisir d'être accueillis par Tony Gomez ici dans ce lieu assez magique, ici, le restaurant Chez Laurent. En plein cœur de Paris, au lieu évidemment des décideurs politiques et économiques. Alors qui dit forcément changement de lieu dit changement de décor, vous le voyez derrière moi, mais pas changement d'objectif, puisque on vous raconte toujours des parcours inspirants, on vous livre des analyses percutantes justement pour comprendre notre époque et évidemment anticiper les grands enjeux à venir. Et pour ce faire, je suis aujourd'hui avec Avril Tourmen. Bonjour. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes vice-présidente stratégie et croissance chez Systra, leader mondial évidemment de l'ingénierie du transport et de la mobilité durable. Mais avant de parler de Systra, on va parler de vous d'abord, Avril, puisque c'est le principe de l'émission. Qu'est-ce qui vous a construit? Quels étaient d'ailleurs vos désirs dans la vie quand vous avez commencé vos premiers parcours professionnels? Vous vouliez travailler dans une grosse entreprise ou? Alors pas forcément. Et je pense que j'ai toujours eu la curiosité d'aller voir un peu out of the box, et puis aussi de m'ouvrir à l'autre. Et donc la dimension internationale était vraiment un des critères importants pour moi. D'accord. Je l'ai fait à travers un Erasmus pendant mes études. Et en Allemagne, j'ai rencontré des Brésiliens, donc je suis allée voir le Brésil à l'époque et j'ai fait un stage là-bas à l'époque vraiment de la montée du Brésil, BRICS en 2004. Et de là, ça m'a amené à construire aussi une carrière très orientée sur l'international. J'adore les langues et j'aime Vous parlez combien de langues? Alors italien, français, anglais, portugais couramment. L'allemand qui est ma première langue, elle est un peu désuète, mais il faut la pratiquer. C'est un peu les Swahili, non, accessoirement, non. Parce que vous avez été en Angola également, hein, c'est marrant parce que vous avez préféré ça à peut-être un poste beaucoup plus prestigieux chez Chanel. Oui, alors ça a dû surprendre beaucoup de personnes, ma famille en premier. J'ai eu l'opportunité, de faire un VIE, donc volontariat international en entreprise chez Total. Et l'époque où je me suis dit, j'ai pas d'enfant, pas de famille, c'est l'occasion de bouger, bien sûr. De bouger. Et puis il y avait un engagement derrière ça qui est aussi important pour moi, c'est donner du sens à l'action et travailler aussi sur contribuer à un progrès ou en tout cas une évolution positive. Et le poste que j'occupais en VIE, c'était d'établir le local content, donc en fait le développement local et en particulier les petits projets entrepreneuriaux, puisqu'en fait Total, comme toutes les entreprises qui exploitaient bien sûr la production environnementale, du respect des populations, avait des engagements de reverser en fait une partie de son argent dans des projets de contenu local. Et donc c'était à mon sens aussi un bon retour aussi et une opportunité d'œuvrer positivement et sur le long terme à l'amélioration dans ce pays. Je parlais de Chanel parce que vous avez fait vos études de management à l'Institut français de la mode. C'est un domaine qui vous attirait à la base aussi. Oui. Alors je reste toujours très curieuse de l'art et de la mode, je trouve que c'est passionnant. C'est une école exceptionnelle, je crois que j'ai jamais autant appris et autant travaillé et étudié que là-bas. Et aujourd'hui elle a un superbe établissement qui travaille beaucoup aussi, et je crois que c'est cette force avec les entreprises de ce secteur, avec la filière, et c'est de construire aussi, on pourra en reparler, des parcours d'intégration pour faciliter aussi l'ancrage et le développement des jeunes talents dans les métiers de demain. Votre grand-père aussi a été une grande source d'inspiration pour vous. Oui, alors c'est mon arrière-grand-père, en effet. C'est Paul-André Guinard, et je pense qu'il m'a orienté inconsciemment sur l'ingénierie. Je suis parce que vous n'êtes pas ingénieur de formation. Non. Donc, mais il a donc créé un système en fait de pompe rotative à piston qui a vraiment, il a construit une véritable projet familial et une véritable industrie qui m'a passionnée. J'ai vu ses premiers dessins et ça m'a beaucoup inspirée parce qu'on commence vraiment à la genèse des projets à travers l'ingénierie et donc je suis pas ingénieure, mais ça me passe. C'est bien parce que il n'y a pas assez de filles finalement dans cette filière de l'ingénierie. Non. Est-ce que vous le déplorez?
qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille qui s'oriente aujourd'hui pour prendre cette direction de l'ingénierie? Alors je dirais déjà, et de toute façon même aux garçons, parce qu'il manque plus de 20 000 ingénieurs. Oui, alors ça aussi, la question de la pénurie de talent. Ça c'est un vrai sujet. Et ben moi je leur dirais, il y a de la place. Si vous cherchez un terrain exceptionnel pour contribuer aux transformations, qu'elles soient énergétiques, écologiques, technologiques, industrielles, on parle de souveraineté industrielle et technologique en France, on parle de ce fameux plan France 2030, mais il faut le réaliser et c'est avec ces nouvelles générations. Donc il y a de la place pour vous, prenez-la, osez-la. Et il faut savoir qu'un ingénieur sur 5 est dans un contexte international. Donc il y a aussi une amplitude et une autonomie dans l'ingénierie qui est pas courante partout, des possibilités d'évolution. On est qu'à entre 20 à 25% de jeunes filles dans le secteur et toutes filières confondues. Allez-y, osez. Et vous allez trouver un champ incroyable et passionnant. Sistra, a pour mission de construire des solutions durables aussi, des constructions de transport durables et sûrs. Oui. Alors citez-nous on parlait de ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Citez-nous peut-être quelques projets emblématiques parce qu'il y en a beaucoup. Alors il y en a un qui parlera à tous les Français, enfin en tout cas les Parisiens, et puis ça se rapproche aussi. Et puis c'est le Grand Paris. Oui. Donc l'ensemble des lots systèmes par Sistra. Il faut savoir que Sistra a été impliqué sur un réseau de métro et une ligne de grande vitesse dans le monde. C'est énorme. Donc c'est énorme et on continue et on cherche aussi à se diversifier dans cette optique. Et la mobilité, elle est vraiment au cœur aussi des transformations. Et via mon rôle que j'ai à l'UITP, je trouve intéressant, c'est de contribuer à travers l'écosystème et une approche systémique ensemble. Donc c'est les autorités politiques, c'est les opérateurs publics et les industriels que je représente pour œuvrer ensemble, évidemment, à travailler et à penser intelligemment l'urbanisation croissante, l'inclusivité. Voilà, l'accès à la mobilité, facteur d'insertion, etc. On est d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, et c'est là où les femmes aussi ont un rôle à jouer parce qu'en fait, elles pensent différemment et il faut penser aussi avec une diversité, une ouverture d'esprit et c'est important. Alors on parlait de talent, justement quels sont les profils que vous recherchez? Chez Sistra, c'est très varié, j'imagine, mais quelle est la politique en matière de recrutement? Alors évidemment, c'est s'inscrire aussi dans la durée. Et chez Sistra, on évolue beaucoup. Il y a des mobilités très très régulières. Comme j'expliquais, et le 1 pour 5 s'applique à Sistra qui a plus de 80% de son chiffre d'affaires réalisé à l'international. Donc c'est travailler dans des projets même basés à Paris, internationaux, d'être en connivence et en connexion, une des valeurs fortes c'est Connected Teams, donc c'est de travailler vraiment ensemble pour capitaliser sur toutes les compétences et il y a une évolution incroyable au regard aussi de la croissance de Sistra. Et une inclusion, une diversité aussi respectée ou recherchée? Oui, évidemment, que ce soit dans les profils, que ce soit aussi dans la diversité culturelle, puisqu'aujourd'hui sur les presque 11 000 collaborateurs, on est 2 000 en France, mais on est présent dans 80 pays dans le monde. De plus en plus d'entreprises, d'ailleurs on parlait de la pénurie des ingénieurs, c'est un vrai sujet, visent même à recruter au niveau bac pour les former finalement eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette pénurie de talent et que faudrait-il faire pour enrayer ce phénomène? Ah, vous me devancez parce que c'est ce que je voudrais adresser à la politique. Ah, vous avez déjà prévu de le faire aussi parce que... Non, en fait, je vous disais ce que j'aimerais, parce qu'on peut le faire encore secret, alors. Non, mais c'est de dire, alors, chez Sistra, on commence tôt, il y a évidemment la filière. Oui, c'est la formation, finalement. La formation, mais il y a de la pédagogie, déjà. Mais même au niveau des enseignants, pour les sensibiliser au parcours potentiel qu'il peut y avoir et les ouvertures des métiers sciences et techniques. Il y a évidemment travailler auprès rompre un peu ces stéréotypes qui existent, faire de la communication. Évidemment, il y a les rôles modèles, il y a l'intervention de Sistra et de toutes les ingénieries dans les écoles pour parler des métiers. Et moi, je pense, et c'est ce que je m'étais dit, c'est ce parcours doit être renforcé. Il faut savoir que plus de 70% des jeunes rêvent ou veulent entreprendre. Et pourquoi pas faire un parcours de sciences appliquées avec l'entreprise, donc dans les territoires, créer même dès le collège, parce que c'est là que ça se fait, des ateliers techniques avec les entreprises locales, et après créer un cursus où on allie l'entrepreneuriat, cette soif d'entreprendre, et les sciences.
pour les intégrer plus facilement et faire un ancrage aussi territorial plus fort entre les entreprises. Oui, donc il y a des pistes, voilà. Il faut la volonté et évidemment les moyens pour pouvoir aussi appliquer toutes ces bonnes volontés. On va parler de décarbonation, c'est aussi un enjeu extrêmement important dans les transports. Comment est-ce que Systra, comment fonctionnent les métros, etc. Est-ce que c'est une préoccupation évidemment très essentielle dans ce que fait Systra? Oui, alors Systra est en ingénierie, on est dans la genèse des projets, donc on réfléchit le maximum en éco-conception. Bien sûr. Donc là, pour travailler, pour essayer de faire que dans la construction et même dans l'usage, il y ait le maximum de décarbonation. On réfléchit à l'économie circulaire, au recyclage, à produire avec un moindre carbone et calculé. Ouais. Et dans la production, évidemment, et dans la construction des voitures, enfin des voitures de métro, etc. Et après dans l'usage. Dans l'usage. Et donc là, il y a aussi une réflexion qui doit être faite. Donc dans ce sens. Et c'est là où il y a un vrai travail. On parle d'adaptation au climat ou de réduction des effets climatiques. Il y a un travail sur la résilience. Faire perdurer les assets pour éviter de les reconstruire. Ouais. Et pouvoir bien les entretenir aussi. C'est une vraie question. Alors, j'aimerais vous poser encore plein de questions, mais malheureusement, on n'a plus le temps. On va passer à la question de nos partenaires à présent. Question du World Impact Summit pour commencer le sommet des décideurs qui sont engagés dans la transition écologique. C'est juste après le jingle. La question du World Impact Summit, c'est celle-ci. En matière d'engagement écologique, quels sont les leviers? Alors, leviers politiques, réglementaires, technologiques et financiers. Quels sont ces leviers supplémentaires dont vous auriez besoin pour aller plus loin? Alors moi, je vois dans ces 3 leviers que vous évoquez, au niveau réglementaire, je pense qu'il y a une recherche vraiment d'avoir un cadre plus harmonisé et plus contraignant. Et on le voit, et c'est Systra engagé comme d'autres dans cette transition écologique. Il y a un patchwork de normes. Et même au niveau européen, en fait, le Green Deal est par les États membres interprété différemment. Les grandes multinationales aujourd'hui sont confrontées à des standards américains qui sont différents des standards européens, sans parler des asiatiques. Donc ça crée à la fois aussi des excès de coûts de normatifs pour lesquels investir parce qu'elles sont engagées, elles se doivent de répondre. Ça crée parfois des distorsions aussi concurrentielles en fonction de celles qui appliquent plus ou moins et les entreprises européennes sont parfois un peu pénalisées. Aussi, donc c'est un coût. Un autre levier, évidemment, c'est politique, et c'est là, vu l'instabilité, en tout cas, qu'on voit en France, c'est devoir annuler ou reporter ou modifier des engagements et des dispositifs qui sont clés. Je le vois là récemment sur les énergies renouvelables. On l'a aussi sur certaines mesures de loi climat. Technologique, et là, je pense que l'ingénierie a un rôle à jouer sur des solutions apportées, bas carbone, des procédés industriels moins productifs de CO2, l'économie circulaire. Mais je pense que le prérequis, c'est vraiment travailler une approche systémique, écosystème coordonné, où ils se parlent entre eux, pour que les entreprises soient pas uniquement sur de l'engagement déclaratif, mais vraiment qu'il y ait une transformation structurelle. Absolument. Question d'un jeune de Centrale Supélec à présent, juste après le jingle. La question d'un jeune de Centrale Supélec, Avril Tourmen, c'est celle-ci là, dans le monde dans lequel nous sommes, un monde en pleine mutation. Quelles compétences managériales vous semblent aujourd'hui indispensables pour les futurs dirigeants? Alors, je vais utiliser un terme qui est un peu galvaudé, qui s'appelle l'agilité. Mais dans ces différentes dimensions, je commencerai par l'agilité cognitive, vraiment avoir une flexibilité mentale pour pouvoir, dans un environnement qu'on évoque, mutation, d'incertitude, avec des disruptions, d'avoir l'agilité de pouvoir s'adapter, pivoter, accélérer et prendre en compte vraiment ces variations et pas rester sur un modèle un peu, un carcan qui peut facilement être obsolète. Une agilité aussi, que je pense à une approche vraiment d'intelligence collective et savoir l'orchestrer. On parlait d'équipes hybrides qui sont sur du télétravail en présentiel, multiculturel. C'est la tendance. Voilà, de prendre cette réalité, de savoir la gérer pour sortir le meilleur. Penser aux outils. L'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête et il faut être conscient des impacts organisationnels ou dans le business model qu'elle peut avoir. En tout cas, l'intégrer, ça c'est aussi quelque chose d'essentiel. Oui.
voilà, après se trouver à ce sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ça va être. Vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la question de l'hémicycle, peut-être? Allons-y. Allez, on y va. La question de l'hémicycle. Cette fois, c'est vous qui allez interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Avril, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent aujourd'hui? Un questionnement, un message, un coup de gueule, c'est vous qui voyez, vous avez 1 à 2 minutes face caméra. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. On parlait des talents, de l'ingénierie et des sciences. Aujourd'hui, la France se place à la 11e position au classement scientifique. C'est bien, mais d'autres accélèrent. Alors, je prends l'exemple de la Chine qui forme 8 fois plus d'ingénieurs que nous annuellement. L'Allemagne qui investit 50% de plus en R&D industrielle. Nos jeunes vont étudier ailleurs, ils créent les startups, mais après, c'est dans d'autres pays, même européens. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle de souveraineté industrielle et technologique. Elle ne se fera pas sans des jeunes formés aux sciences. Il faut renforcer le parcours et pourquoi pas envisager un parcours encore plus ancré des sciences et techniques dans les territoires. Penser dès le collège, travailler un cursus ancré avec les entreprises. Ça permettra d'éviter ces fuites de cerveau, de talents, ancrer nos besoins dans nos circonscriptions. Les jeunes ont envie d'entreprendre. Donnons-leur cette opportunité parce que c'est elles qui vont assurer aussi le maintien de la France dans son pôle position. Merci beaucoup, message entendu. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci de l'invitation. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.